Bon, première des choses, bienvenue à tous et à toutes à cette édition 2017 du colloque de la CIRTA sur la thématique d'ouvrir les murs de la classe avec le numérique. Cette année, on avait décidé justement d'ouvrir pas juste les murs de la classe avec le numérique, mais aussi le colloque avec le numérique. Donc, c'est pour cette raison-là que l'activité d'ouverture est également disponible en web diffusion. En principe, on devrait avoir des gens partout au Québec. Également, il y a aussi des initiatives qui sont en place déjà à Nice, donc probablement à l'ESP de Nice. Il y a également aussi à l'ESP de Guadeloupe, donc on a probablement des gens dans les Antilles aussi qui sont avec nous. Donc, ça nous fait quand même pas mal de monde pour pouvoir échanger sur cette thématique-là, qui est le numérique pour ouvrir les murs de la classe sur le monde. Maintenant, j'aimerais inviter le panel pour l'activité que j'ai appelée la séance de transfert interactif. Évidemment, j'ai voulu accorder une place importante aux gens qui sont à l'extérieur. Donc, ceux qui participent en web diffusion vont pouvoir communiquer avec nous de deux façons. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir utiliser le mot-clic CIRTA QC pour pouvoir interagir avec nos panélistes et également aussi avec l'outil de clavardage où ils pourront poser des questions. Et nous avons juste ici à l'arrière Julie Beaupré qui fera la modération. Donc, j'invite les gens qui sont à l'extérieur à ne pas hésiter à poser vos questions aux panélistes. Donc, tout d'abord, j'aimerais inviter Thomas Forissier. Thomas Forissier, il est maître de conférence à l'Université des Antilles. Il s'intéresse avant tout à la didactique des sciences, mais je dois dire que sans le numérique, pour les trucs qu'il fait, ça risque d'être un petit peu difficile. Donc, ça cadre évidemment très bien là, avec ce qu'on fait. Également, Benoît Petit, j'ai le goût de dire, c'est un innovateur dans l'âme. À chaque fois qu'il y a des nouveaux trucs qui sont en éducation, bien, on peut voir que Benoît n'est pas loin derrière. Il est avant tout conseiller pédagogique pour le récit au niveau national, c'est-à-dire au sein du développement de la personne. Et il s'intéresse beaucoup à l'éthique des technologies en contexte scolaire. Également, j'aimerais vous présenter Pierre-Julien Gay, qui est coordonnateur de la vitrine technologique depuis 1992. Donc, il a participé à l'implantation de la vitrine technologique dès 1992 et depuis 2005, donc, il participe à différents travaux comités internationaux sur les normes en éducation. Donc, nous sommes heureux aussi d'accueillir Margarida Romero, qui est directrice du laboratoire d'innovation et numérique pour l'éducation à l'ESP de l'Université Nice Sophia Antipolis. Puis également, ses travaux de recherche sur la co-création, donc évidemment en lien avec la thématique du colloque, c'est particulièrement intéressant aussi. Et aussi tout ce qui est robotique, codage et jeux numériques. Donc, j'accueille maintenant les participants. La façon dont vont fonctionner, les participants auront 10 minutes pour présenter leur vision, leur façon de voir et leurs travaux par rapport au numérique et la façon dont ils utilisent ces possibilités-là pour permettre certaines, j'ai goût de dire, innovations et aussi des perspectives pédagogiques particulièrement intéressantes. Pour débuter, j'inviterai Thomas Forissier à commencer sa présentation. Alors, avant de commencer, je tiens bien sûr à remercier le CIRTA pour me permettre de vous rencontrer, et puis l'UQAM pour l'accueil qu'il nous fait. J'ai un outil. Alors, moi, je m'appelle Thomas Forissier, et en fait, je suis en didactique des sciences. Alors, je vous prie tout de suite d'excuser les illustrations et les quelques exemples que je tire un peu de mes disciplines d'origine. Alors, c'est essentiellement à travers deux projets, le projet Géotref et le projet Technologie éducative pour l'enseignement en contexte, qu'on construit des moments d'apprentissage basés sur la collaboration d'élèves en Guadeloupe et à Montréal, ou disons au Québec, autour
de contexte, de comparaison de contexte. Donc je vais prendre les quelques minutes qu'on m'octroie pour vous présenter un petit peu d'où viennent ces idées, et puis pour vous présenter un petit peu les liens qu'on peut faire entre contexte, didactique, alors beaucoup de didactique des sciences, et puis évidemment technologie éducative. Alors l'Université des Antilles et la Guadeloupe, bon c'est un archipel. C'est un archipel d'une taille à peu près comparable à l'île de Montréal. On a 1600 km² et on a plusieurs îles. Donc on a un point commun à travers ça. On a par contre un certain nombre de différences et d'écarts, en particulier comme par exemple notre localisation. Alors c'est un territoire qui est à la fois créolophone et francophone et qui se situe à 16 degrés nord. Ce qui, pour les collaborations synchrones entre étudiants ou élèves, permet à deux avantages. D'abord, la langue commune, et ensuite, l'absence ou un très faible décalage horaire. On a juste 1 heure quand vous changez d'heure. Alors voilà une autre représentation, plus récente. Donc la Guadeloupe est là, et ça c'est Irma, Marial, hein, sur celui-là qui vient de passer. Alors la première idée que je veux vous soumettre, c'est que, lié à cette situation géographique, on a un certain nombre d'écarts de contexte externes, comme le dirait Van Wiessen, ou en tout cas un certain nombre de différences, pas forcément sur les objets scientifiques observés, mais par exemple, si on observe la Lune, la simple position en termes de latitude fait qu'on ne va pas avoir la même inclinaison dans le ciel. Donc même si on regarde le même objet, on n'en aura pas la même perception. Un autre exemple, si on s'intéresse par exemple à faire travailler des élèves ensemble dans des projets communs sur ce que c'est qu'une grenouille, en fait on travaille sur des bestioles très différentes. Vous avez le wawaron à droite que vous connaissez, enfin j'espère. Et puis à gauche, c'est notre grenouille la plus courante à nous, qui est une hylode. Alors vous voyez, on a un pouce, qui est le pouce d'un estimé collègue, Yves Mazabro. Et vous voyez qu'on a de nombreuses différences pour la couleur, pour la taille, mais en fait il y en a bien d'autres. Alors, il y a aussi des différences. Si, par exemple, on veut mener un projet, là, c'est un projet à venir sur le sirop, le sucre, disons le sucre. On a aussi des différences dans les cultures qu'on va étudier et dans les techniques qui sont utilisées dans ces cultures. Il y a aussi des différences sur les notions et les concepts scientifiques qui peuvent être mis en place. Par exemple, un des grands classiques de l'enseignement des sciences, c'est la dendrochronologie avec les bois d'été et de printemps, les alternances des cernes. Bon, si vous n'avez pas de saison, vous n'avez pas de cernes. Donc il y a un certain nombre de concepts scientifiques qui sont extrêmement situés, en fait, quand on s'y intéresse. Et donc ça fait apparaître des écarts, là encore, au niveau des concepts. Alors, ces écarts entre contextes externes, donc, que j'ai brièvement illustrés là, on les retrouve dans les conceptions des élèves. Si on demande à des élèves de dessiner un arbre ou une forêt, on n'a pas toujours la même chose. Vous avez là quelque chose qui correspond à ce qu'on peut observer en ce moment au Québec, et puis à droite, vous avez une représentation d'un arbre aussi, mais ce n'est pas le même. Alors la question c'est, est-ce que c'est le même? Et comment ces écarts de contexte externe se retrouvent ou se retrouvent dans les représentations des élèves, d'une part, et d'autre part, comment est-ce qu'on peut les utiliser dans l'enseignement. Donc, paradoxe, c'est peut-être un grand mot, mais c'est en fait issu d'observations de didacticiens et de problèmes locaux qu'on a rencontrés en Guadeloupe, les représentations qu'ont les gens de leur propre environnement, d'une part, donc des problèmes locaux, et puis ce que je viens de vous présenter, le fait qu'il y a des écarts de contexte qui sont en fait structurants, qu'on a eu l'idée de construire notre collaboration autour d'essayer de créer des apprentissages qui seraient basés sur la découverte de ces écarts de contexte. Alors évidemment, dans ce cadre-là, on ne peut pas faire sans le numérique. Et on utilise le numérique, en gros, de deux manières. D'abord, au niveau de l'enseignement. Alors, très rapidement, on s'aperçoit
quand on veut monter des enseignements basés sur les écarts de contexte, on s'aperçoit qu'il se passe des choses particulières dans les enseignements, dans la collaboration entre les élèves, qu'on a appelé effet de contexte. Alors, c'est des moments, en fait, qui peuvent correspondre à des sortes de ruptures d'apprentissage ou quelque chose comme ça, et où les élèves vont découvrir la contextualité de leur propre présentation, à travers la comparaison et la collaboration qu'ils mènent avec des élèves d'un autre contexte. Donc c'est pour ça qu'on mène des investigations authentiques, pour qu'elles soient ancrées dans les contextes, un peu comme Donna King ou des choses comme ça, sur des context-based research. Donc des investigations authentiques pour construire ces conceptions en lien avec son propre contexte. Donc il faut un questionnement commun. Et puis, il faut des collaborations. Alors les collaborations, évidemment, elles sont asynchrones, et elles sont synchrones, c'est important, parce que c'est dans ces moments de visioconférence que l'on peut voir le plus clairement s'exprimer ces effets de contexte. Alors le deuxième chose qu'on développe dans le cadre de ces projets, c'est des outils numériques qui sont adaptés à ce type d'enseignement. Alors les 3 outils numériques qu'on développe un petit peu très rapidement, c'est des calculateurs d'écart de contexte externe qui sont développés en particulier au GEDAC, donc à l'UQAM, par Roger Nkambou et son équipe, des outils de scénarisation développés en particulier par Isabelle Savard, et puis un certain nombre d'outils dédiés autour d'espaces numériques dont l'architecture reprend nos architectures d'enseignement. Alors, on travaille, bon, à travers les illustrations, vous en avez vu un certain nombre, sur un certain nombre d'exemples, donc qui sont pour un certain nombre liés à l'éducation à l'environnement ou aux sciences, mais aussi à d'autres questions, comme celle de l'histoire sociale ou celle des contes québécois et créoles, donc en apprentissage du langage, comment à partir de la comparaison de la définition et de la conception qu'on a d'un conte, par l'enquête d'un conte de son propre contexte, on peut construire une représentation commune ou en tout cas se rendre compte de la contextualité de ses propres représentations. Et donc pour ouvrir la discussion, c'est mon dernier transparent, voici ce que je vous propose, c'est que nous, en tout cas, lors de nos expérimentations, pour nous, ouvrir les murs de la classe avec le numérique, c'est découvrir à travers les représentations de l'autre la contextualité de ses propres conceptions. Je vous remercie. C'est un petit encart pub que je me permets. On est à la recherche d'enseignants de tout niveau, du Québec en particulier et de Guadeloupe. De Guadeloupe, on a plein d'enseignants qui sont volontaires pour collaborer. Donc s'il y a des praticiens parmi vous qui voudraient rejoindre nos collaborations et nos recherches, n'hésitez pas à s'approcher, à partager un café avec moi pour discuter de ça. Je vous remercie. Oui, je remercie Thomas Forissier. Maintenant, j'aimerais inviter Pierre-Julien Gay de la vitrine Technologie et Éducation. Bonjour. Alors, j'aime bien ce diagramme qui illustre les habiletés les habiletés numériques, les habiletés du 21e siècle, parce qu'il montre les 2 pôles entre la classe traditionnelle et l'ouverture sur le monde. On voit que la classe traditionnelle, dans le coin inférieur gauche, campée dans un horaire précis avec des thèmes précis, et puis au fur et à mesure qu'on s'ouvre sur le monde, bien, il y a différentes activités qui sont possibles. Le premier niveau, c'est relié à l'apprentissage par problème, là, où l'apprenant va être amené à chercher des ressources complémentaires d'information et il va devoir développer une pensée critique par rapport à la qualité, la pertinence et la crédibilité de ces ressources-là. Alors, ça fait une sortie à l'extérieur du concept même de classe. Un peu plus loin, on a des activités de collaboration où il y a un partage de connaissances et d'expériences. Le mot « expérience » est très important pour moi parce que je pense que quand on parle d'ouverture sur le monde, on parle essentiellement d'apprentissage expérientiel basé sur des situations de la vie courante et non pas
limité au contexte de la classe ou de l'école. Et le degré le plus élevé de cette évolution, c'est bien sûr d'apprendre à apprendre et développer un mode d'autonomie. Alors, est-ce que le numérique peut nous aider à atteindre cet objectif? Bien, tout à fait. On a tous les téléphones intelligents ou les tablettes qui sont équipés de capteurs embarqués et qui nous aident à appréhender et recueillir des données sur le monde. Alors, tout simplement en déposant cet appareil sur le sol, je peux détecter avec des activités sismiques. Je peux en faire même un réseau de détection. Je peux le poser aussi sur le plancher d'un ascenseur et mesurer l'accélération. Puisqu'il y a du silicium dans cette lentille, je peux aussi détecter les rayonnements cosmiques, les muons. Si je place mon doigt à la fois sur la lumière et la lentille, j'ai un oxymètre parce que en transparence, je peux mesurer les battements cardiaques et le niveau d'oxygénation du sang. Donc, à partir de ce moment-là, je suis plus limité à des mesures qu'on faisait autrefois en laboratoire, mais je peux, par exemple, aller me promener dans ma famille, dans mon groupe sportif, mon groupe de loisirs, dans ma communauté, et faire différentes mesures qui auraient été très limitées, différentes expériences qui auraient été très limitées dans un concept de classe ou de laboratoire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre la variabilité de ces mesures et nécessairement, il y a une réflexion qui s'enclenche au niveau de l'interprétation. Pourquoi ces mesures diffèrent? Est-ce que c'est en fonction du sexe, de l'âge, de l'activité physique? Et du coup, on ouvre vers la démographie, on ouvre vers l'épidémiologie, on ouvre vers la santé, on ouvre vers les comportements et tout ça. Et les apprentissages, cette simple notion de battement cardiaque, tout à coup devient quelque chose qui nous interpelle dans l'ensemble de notre quotidien. Il existe toute une panoplie de capteurs au niveau commerciaux qui peuvent être branchés dans ces types d'appareils-là. Vous avez celui à gauche, l'oxymètre, on place sur le doigt, qui est un peu plus précis. Vous avez un spiromètre à droite. Vous avez le chariot de Pasco. Ils appellent ça un chariot intelligent, mais il n'y a pas beaucoup d'intelligence là-dedans. Il y a un gyroscope et puis des fonctions de transmission, mais vous pouvez le faire glisser, vous pouvez le mettre dans une pente et mesurer la vitesse et l'accélération, tout ça. Alors, ce sont des approches qu'on expérimente avec le Cégep Beauce-Appalaches et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick dans l'idée de faire en sorte que l'apprentissage se fait dans la vie réelle et non pas simplement dans le contexte de l'école ou du collège. Bien sûr, il y a toute cette question de fracture numérique. Ces appareils-là coûtent quand même assez cher. Alors, une des alternatives qui est intéressante, c'est d'utiliser les micro-ordinateurs Arduino ou Raspberry Pi qui coûtent quelques dizaines de dollars et développer ses propres dispositifs. À ce moment-là, on a un contrôle beaucoup plus grand sur le traitement de données. On peut recueillir les données brutes, on peut faire différentes interprétations. Bien sûr, ça requiert un certain degré d'expertise et de collaboration, mais encore une fois, la collaboration est une des habiletés du 21e siècle. Ça peut être intéressant à explorer. On a fait l'année passée, on a pairé 2 groupes, un de l'école de mode du Cégep Marie-Victorin, un de informatique et mathématiques au Cégep de Bois-de-Boulogne, et on leur a donné comme mission de développer en 5 semaines un vêtement intelligent qui a été exposé au Printemps numérique ici à Montréal. Alors, ça nous a permis de démontrer que les aspects de collaboration étaient extrêmement importants. Ils n'étaient pas nécessairement présents chez les étudiants, mais non plus chez les enseignants et pas tout à fait encore entre les institutions. Mais ça a vraiment motivé beaucoup les élèves. On est actifs aussi avec le réseau Learn Québec et la bibliothèque de l'Université McGill pour promouvoir ce type de technologie et essayer de pairer également des projets de type universitaire avec des projets dans le milieu basés sur l'utilisation de ces dispositifs. Alors, tout comme mon collègue aussi, c'est une invitation. Si vous avez des idées ou des pistes à ce sujet-là, c'est intéressant de regarder ça ensemble. L'autre façon de toujours continuer les expériences, bien sûr, c'est dans la réalité virtuelle.
La réalité virtuelle, on peut l'utiliser à peu près dans les mêmes situations que la simulation. C'est-à-dire que lorsque une activité est trop coûteuse, par exemple une sortie scolaire au Machu Picchu, est difficilement envisageable, mais si on a les lunettes en carton de Google et Google Expédition, on peut très bien la réaliser. Il y a aussi des situations où il y a des dangers, par exemple l'entretien des éoliennes. Il y a aussi des dangers peut-être au niveau émotif aussi. On a fait une expérience où les premiers intervenants sur une scène d'accident doivent identifier les personnes dont ils doivent s'occuper en priorité. Alors, c'est très difficile au niveau émotif, ça demande un certain support. Donc, on les plonge dans cette situation et puis les enseignants les accompagnent et font le débriefing par la suite. Une autre utilisation, c'est celle des super pouvoirs que nous donne la réalité virtuelle. C'est dommage qu'on ne voit pas encore beaucoup d'applications au niveau simplement du son, mais il y a un potentiel là extrêmement intéressant. Au niveau visuel, on a des étudiants, toujours en Beauce-Appalaches, qui avaient des difficultés à saisir les molécules organiques isomères qui diffèrent par un petit détail puis qui ont des propriétés communes. Une sans l'orange, l'autre sans le citron. C'est juste un petit atome d'hydrogène qui est placé différemment. Alors, on leur a donné des applications dans lesquelles ils pouvaient rebâtir les molécules et puis les observer en 3 dimensions. Une autre application encore, c'est les particules chargées, donc qui sont tout à fait invisibles, mais dans la réalité virtuelle, on les matérialise en quelque sorte. C'est important aussi de constater que on ne veut pas fuir ou transposer dans un autre monde. Les gens qui travaillent dans le domaine de la réalité virtuelle au niveau éducatif, typiquement nous disent qu'une expérience doit durer, une immersion doit durer environ entre 7 et 10 minutes. On sait qu'il y a tous les difficultés de nausées, fatigue oculaire et tout ça. Et ce n'est pas fuir le réel que d'aller dans le virtuel, mais c'est fournir toute une panoplie, une nouvelle occasion d'expérience, d'apprentissage expérientiel. Donc, en somme, je ne vais pas dire le risque qu'on prend, mais le risque qu'un enseignant prend en passant de la classe à l'ouverture sur le monde, c'est que d'abord, dans la classe ou dans le laboratoire, on veut que l'étudiant reproduise une expérience et le résultat est déjà connu d'avance. Donc, on veut tout simplement retrouver la réponse. Tandis que lorsque l'élève va aller faire ses mesures avec l'oxymètre auprès de sa famille, dans son groupe et tout, là, il y a des données diverses. Donc, il y a des solutions multiples qui demandent une activité d'interprétation et de compréhension. Mais c'est justement là où est tout le bénéfice de s'ouvrir vers le monde, c'est-à-dire qu'il y a une application immédiate, une compréhension immédiate dans son environnement. L'autre grande difficulté, c'est la perte de contrôle de l'enseignant. Puisque l'apprenant devient autonome, il peut choisir ses propres sources, développer ses propres activités, arriver à des solutions ou des conclusions qui ne sont pas nécessairement connues par l'enseignant ou bien maîtrisées par l'enseignant. Et c'est peut-être là, finalement, où réside le plus grand obstacle par rapport à l'intégration des technologies en enseignement pour l'apprentissage expérientiel. Et on a parlé de la collaboration, de l'interdisciplinaire, ce sont d'autres bénéfices qui s'ajoutent aussi. Mais si on revient un petit peu dans l'histoire, en 1931, le frère Marie-Victorin disait justement « Fermons donc ces boîtes ennuyeuses que sont les classes et puis allons sur la route de l'exploration ». Au niveau du Moyen Âge, il y avait Thomas d'Aquin qui dit « Rien n'est dans l'intellect qui ne soit d'abord passé par les sens ». Très belle illustration de ce principe d'apprentissage expérientiel. Et lui-même s'inspirait de l'école d'Aristote, 3 siècles avant Jésus-Christ. Donc, ça fait 23 siècles qu'on se pose cette question-là. Et aujourd'hui, on se demande, est-ce que le numérique va nous aider enfin à franchir ce pas? Il y a peut-être d'autres aspects aussi qu'il faut creuser, se demander pourquoi on n'y est pas arrivé depuis tout ce temps. Merci. Merci beaucoup, M. Gay, pour cette perspective d'ouvrir les murs de la classe avec le numérique. Maintenant, j'aimerais accueillir Benoît Petit, qui va nous parler de réalité virtuelle.
Merci, Alain. Alors, merci Pierre-Julien d'avoir ouvert la porte pour moi, pour la réalité virtuelle. Je vais vous parler donc d'un projet, d'un chantier qui a été mené par le réseau du Récit. On est donc des centaines de conseillers pédagogiques à travers le Québec qui, avec des enseignants, expérimentons différentes façons d'intégrer le numérique en classe pour faciliter l'apprentissage des élèves. Alors, depuis un an, on mène un chantier sur la réalité virtuelle avec plusieurs de mes collègues. Je vais vous présenter ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, mais d'abord, je vais juste faire des petites précisions pour qu'on ait un langage commun. Pierre-Julien nous a donné plusieurs exemples de réalité virtuelle. En réalité, ce que nous avons surtout travaillé, c'est pas seulement c'est une partie de la réalité virtuelle, puisque la réalité virtuelle nous permet d'accéder à offre toutes sortes de technologies pour y arriver. On peut aussi la distinguer, même si parfois elle se rencontre, de la réalité augmentée, qui habituellement on va la retrouver, celle qu'on connaît le plus souvent, c'est à travers une application d'un appareil mobile. On peut voir ou faire apparaître dans la réalité, à travers la lunette de notre appareil, d'autres contenus, des informations, de la vidéo ou autre. Mais il y a aussi, d'ailleurs, Vincent Routier présente un atelier, je ne sais pas s'il est ici dans la salle ce matin, il présente un atelier, j'ai vu dans le colloque CIRTA, sur la réalité augmentée en éducation physique et à la santé, où on peut augmenter un environnement complet, donc par des projections interactives, donc amener une forme d'augmentation de la réalité. Vous pourrez assister à son atelier, c'est très intéressant. Mais aussi, ce que nous avons surtout travaillé, ce sont des images en 360. Donc, on peut réaliser ces images-là de toutes sortes de façons. Je vais vous montrer différentes façons de le faire. Ce qu'on a surtout travaillé, c'est ça. Des spécialistes en réalité virtuelle vont vous dire que quand on fait seulement de la photo en 360, on ne peut pas appeler ça de la réalité virtuelle parce qu'il n'y a pas d'interaction avec l'environnement dans lequel on est, différemment, par exemple, d'un jeu comme les Oculus Rift ou des jeux sur la PlayStation où on va avoir une interaction avec l'environnement virtuel dans lequel on est. Dans ce cas-ci, on a surtout créé des photosphères ou visité des photosphères. Bien sûr, pour y arriver, ça demande un défi quand même assez grand, bien qu'on dise que la plupart de nos élèves de la fin du secondaire possèdent un appareil mobile. Les technologies comme la réalité virtuelle demandent quand même des appareils assez récents et on l'a vu depuis plus d'un an. Ces appareils-là dépassent les 1 000 $ facilement, donc ça coûte très cher. Donc c'est accessible, oui, mais pas tant que ça, parce que ce ne sont pas encore tous les élèves qui ont un appareil qui permet, souvent ils ont l'ancien appareil de leurs parents qui a déjà plus de 2 ans et qui n'était pas nécessairement un appareil de haut de gamme en partant. Donc, ça reste un défi. Pierre-Julien le disait tout à l'heure, la venue des cardboards de Google ont démocratisé la réalité virtuelle, puisque maintenant, avec une simple boîte de carton, on peut glisser son téléphone à l'intérieur et on peut accéder à des contenus en réalité virtuelle, des contenus immersifs qui sont parfois surprenants et même impressionnants. Et ça coûte vraiment pas cher. Pour une dizaine de dollars, on peut avoir cette lunette de réalité virtuelle. On peut même les fabriquer soi-même, donc ça peut même être un projet en sciences de réaliser la fabrication de lunettes de réalité virtuelle, puisque de plus en plus d'écoles ont des Fab Labs avec des découpes laser, donc on pourrait facilement, avec un outil comme celui-là, produire des lunettes comme celle-là. Donc ça pourrait même donner une autre dimension, c'est-à-dire de comprendre comment fonctionnent ces technologies, comment on les fabrique. Il existe des dizaines et des dizaines d'applications sur les appareils mobiles qui permettent de consulter du contenu en réalité virtuelle. Ici, ce sont toutes des applications produites par Google. Je vous parle de celle-ci parce que vraiment était un chef de file Google du côté de rendre accessibles ces technologies-là. Et donc, vous avez YouTube qui propose des vidéos en 360. Donc, on se déplace et avec les lunettes, on voit la vidéo dans toutes les directions. Les lunettes Google Cardboard, c'est une application qui permet d'explorer du contenu, différents types de contenus en 360. Google Expédition permet de faire des visites, de devenir un guide pour faire visiter les élèves de la classe, donc les amener, on peut présenter différents contenus à des élèves à travers ça. Et Google Street View donne accès à tous les contenus qu'on retrouve dans Google Maps qui sont sous format Google Street View, de les regarder directement de manière immersive.
Certaines de ces applications-là permettent aussi de produire du contenu en réalité virtuelle. Donc, les élèves pourraient, à partir de différents appareils, produire des photos ou des vidéos en 360 et les déposer directement dans Street View, dans YouTube, par exemple, une vidéo. Il y a une application qui s'appelle Google Cardboard Camera qui permet de créer une photo 360. Donc, elle n'est pas complètement dans toutes les directions, mais vraiment une photo sphérique et d'y ajouter un commentaire audio. Donc, peuvent, par exemple, arriver dans un environnement et préparer ce qu'ils ont à dire, poser leur vision du monde en présentant, en décrivant ce qu'il y a devant eux. Et les gens qui vont pouvoir voir cette photo-là vont entendre en même temps ce que l'élève pourrait avoir enregistré. Et Google Street View permet non seulement de consulter, mais aussi d'ajouter dans Street View directement des contenus de photos en 360. Pour faciliter ça, on peut utiliser, par exemple, des caméras à 360, comme celle que j'ai ici, qui est celle qu'on voit à gauche complètement, qui sont en un clic. On peut contrôler cette caméra-là avec son téléphone cellulaire. On n'a qu'à déposer l'appareil, l'allumer, la connecter à son téléphone et on peut prendre une photo en un clic. On a réalisé une seule photo 360. Et ces caméras-là se détaillent de 150 à 500 $ environ. On a une panoplie de caméras comme ça qui existe. Et maintenant, on a même la vidéo en 4K qui peut être faite avec ces appareils-là qui sont, par exemple, moi j'ai la Ricoh Theta S, mais la Ricoh Theta V vient tout juste de sortir pour 550 $ canadiens. On est capable de réaliser de la vidéo en 4K. Donc, c'est quand même assez impressionnant avec des technologies relativement accessibles. Je vous donne des exemples de projets qui ont été réalisés par des collègues, par exemple en univers social. Ils sont capables de travailler plusieurs compétences ou plusieurs composantes des compétences du programme d'univers social à l'aide de la réalité virtuelle. Steve Quirion parle beaucoup que la géographie s'apprend par les pieds, donc en étant dans les lieux où on est. Avec la réalité virtuelle, avec la réalité en 360, on est capable d'aller visiter des lieux comme si on était sur place et ça donne une toute autre expérience pour les élèves quand on a à décrire un milieu dans lequel on se situe, par exemple. Ça permet aussi de se construire une représentation mentale de l'espace dans lequel on vit, de se situer géographiquement. Donc, ça facilite ce développement-là. Un autre élément ici, qui est de développer son empathie quand on arrive à aller dans des endroits en 360 où il y a des gens qui vivent, par exemple, des drames humains, bien, de permettre de comprendre tout ce qui est en cause dans les réalités que l'on peut visiter. Les photos en 360 nous donnent cette possibilité-là. On peut aussi analyser un territoire, aller par exemple dans une grande ville et essayer de remarquer quelles sont les caractéristiques d'un environnement comme celui-là. L'application Cardboard Camera dont je vous parlais tout à l'heure permet aussi de se situer et de décrire un territoire dans lequel on est présentement. Avec des contenus en 360, par exemple, il y a Hydro-Québec qui a fait une vidéo qui décrit les barrages je crois que ce sont les barrages de la baie James. Et donc, on peut aller visiter et faire des visites en 360 en vidéo de ces environnements-là qui sont au Québec, mais que peu d'entre nous ont vraiment la chance ou l'occasion de visiter pour vrai. On peut aussi aller à d'autres endroits dans le monde. Je vous parlais de Google Expédition tout à l'heure, qui permettent de devenir un guide, donc de s'approprier un environnement en quelque part et de devenir le guide pour mes pairs dans la classe. En art plastique aussi, André-Caroline Boucher a exploré de différentes pistes, notamment celle d'apprécier des œuvres d'art dans un parc, par exemple, dans un lieu. On a beaucoup au Québec des œuvres d'art publiques qui sont à différents endroits, mais ces œuvres d'art-là peuvent se retrouver dans Street View, dans Google Street View. Et si ces œuvres-là ne sont pas dans Google Street View, bien, on pourrait non seulement aller les apprécier, mais on pourrait aller nous-mêmes cartographier, donc prendre des photos en 360, parce que bien sûr, on peut le faire avec une caméra comme celle-ci, mais on peut également le faire avec son téléphone cellulaire. On peut réaliser avec un téléphone cellulaire des photos en 360. L'application Google Street View, par exemple, permet d'assembler plusieurs photos et pour produire une photo sphérique. Donc, ça pourrait être une façon de travailler les arts aussi.
André Caroline aussi s'est intéressé à la réalité virtuelle. On vit dans un monde, dans des mondes virtuels que l'on a créés. Bien, il y a toutes sortes d'applications qui permettent à des élèves, eux aussi, de créer des environnements en 360 ou des environnements 3D, donc que l'on pourrait par la suite consulter à l'aide de lunettes de réalité virtuelle. Donc, on peut créer des œuvres d'art aussi qui seraient multimédia, par exemple, où on pourrait intégrer à la fois de la réalité virtuelle et peut-être d'autres, du son, par exemple, ou de la musique, ou encore en mettant un acteur en cause en même temps qu'on consulte une réalité pour aller augmenter l'expérience de réalité virtuelle. Il y a Steve Morissette à Sorel-Tracy qui a, avec des élèves d'une école, fait la visite virtuelle de leur école. Donc, permettre aux élèves non seulement de consulter puis d'aller voir ce qui se passe ailleurs, mais d'ouvrir les murs de leur monde pour le présenter ailleurs dans le monde. Donc, présenter à d'autres élèves d'ailleurs, par exemple des élèves du primaire qui s'apprêteraient à venir dans leur école secondaire, de pouvoir d'abord venir visiter de façon virtuelle leur école. Et ces visites-là sont faites par des élèves de l'école eux-mêmes. Donc, vous voyez que, par exemple, l'école secondaire Fernand Lefebvre a quelques photos sphériques qui ont été réalisées par des élèves que l'on peut voir présentement dans Google Street View ou dans Google Maps, tout simplement. On peut aller consulter ces contenus-là qui ont été produits par des élèves. En éthique et culture religieuse, j'ai mené des projets avec deux enseignants d'éthique et culture religieuse, une enseignante de Québec, Annie Turbide, et qui, elle, voulait faire visiter, elle est près du centre-ville, près du Vieux-Québec. On sait que dans le Vieux-Québec, il y a des dizaines d'églises qui sont là, mais les jeunes qui sont de ce quartier ne les ont jamais visitées. Et sortir avec ces groupes d'élèves, aller visiter tous ces lieux-là, c'était trop complexe en termes de logistique et d'organisation. Ce qui fait que nous, on a pris ma caméra et on est allé dans une douzaine d'églises de Québec et on est allé réaliser des visites virtuelles dans Google Street View. Et ces élèves, eux, pouvaient ensuite aller visiter et analyser à l'aide de caractéristiques qu'on avait à regarder en lien avec le programme d'éthique et culture religieuse. Ils ont pu à la fois découvrir leur patrimoine et le faire découvrir aux autres de leur classe. Annie a même fait la une du Journal de Québec en début septembre, où on a fait un article pour présenter le projet qu'elle avait mis de l'avant. Donc, j'étais là quand les journalistes sont allés faire le reportage. J'ai aussi Alexandre Chenette, un enseignant de Saint-Hyacinthe, qui va cette année expérimenter la réalité virtuelle avec ses élèves tout au long de l'année. Donc, il s'est équipé de lunettes de réalité virtuelle. Et avec ses élèves, il y a déjà 2 projets de prévus qu'il va faire avec eux. Un qui s'appelle Voyage sacré, qui va travailler la culture religieuse, et l'autre qui va être Urbanopolis, qui va permettre de travailler plus des questions éthiques dans un environnement urbain. Bien sûr, en conclusion, je vous dirais que pour moi, la réalité virtuelle, ça permet d'ouvrir les murs de la classe. Donc, on ouvre des fenêtres. C'est comme si on ajoute des fenêtres dans la classe et qui permet d'aller découvrir d'autres réalités dans le monde. Mais également, elle permet aux élèves de porter eux-mêmes leur regard sur le monde et de le présenter à la planète entière. On est en train de leur donner du pouvoir d'action et donc d'être capables d'être des acteurs, pas seulement des consommateurs du monde numérique dans lequel ils vivent. Et voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir partagé tes travaux et ton expérience. Maintenant, j'aimerais inviter Margarida Romero, qui va nous parler de co-création avec le numérique. Merci. Merci, Alain. Et très contente d'être là. Ça a été une question de justesse de minutes ce matin. J'étais très contente. L'année dernière, on a fait la CERTA à l'Université Laval. Et puis, cette année, c'est à Montréal. Et je me suis dit, oh, est-ce que ça va être possible de venir? Parce que maintenant, je suis à Nice, donc avec les collègues Laure, Capron, Isabelle, qui sont là aussi. Et donc, voilà, il est là. Et un des aspects, moi, je m'aimerais poser les points ou poser l'accent sur ouvrir la classe, ou ouvrir les murs de la classe sur les points humains.
Donc, il y a la technologie, et cette technologie, elle nous permet donc justement de développer des projets dans lesquels on peut co-créer, on peut créer ensemble, on peut explorer ensemble, mais par la suite, on peut créer ensemble également des éléments comme ceux qui ont été présentés par Benoît ou les explorations de l'environnement externe qui ont été présentées également par les collègues en Guadeloupe ou les créations technologiques également qui ont été présentées par Pierre Julien. Hop, c'est par là. Voilà, donc un des aspects sur lesquels on a travaillé ces dernières années, donc avec Benjamin et avec d'autres collègues à l'Université Laval, ça a été un projet autour de la co-création. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un projet techno-créatif? Comment on peut engager des équipes d'élèves ou des équipes d'étudiants dans une démarche qui est de type challenge, donc qui est un défi. Donc, ça veut dire dans lesquels on introduit de la complexité et où on engage les élèves à créer quelque chose pour lequel on n'a pas une solution d'avance. Donc, un petit peu comme dans les projets précédents, on ouvre vers l'inconnu et on doit donc collaborer ensemble pour résoudre des problèmes pour lesquels la solution n'est pas connue d'avance. Dans ces cadres de projet, dans ces contextes-là, en fait, ce n'est pas qu'une compétence qui est en jeu, ce sont plusieurs compétences et on s'est intéressé notamment à l'intersection entre ces compétences-là, en se disant que dans les projets justement les défis techno-créatifs, il y avait des compétences dont les composantes faisaient intersection. Donc, notamment sur l'intersection entre créativité, un contexte collaboratif, d'un point de vue élève, mais également d'un point de vue enseignant, la collaboration et la résolution collaborative de problèmes, donc, et l'usage des techniques, des stratégies du numérique pour la résolution de problèmes, donc tous les aspects qui nous amènent également la pensée informatique, donc pas simplement utiliser le numérique pour aller chercher des informations, mais utiliser le numérique pour résoudre des problèmes d'une certaine complexité et en prenant compte des aspects algorithmiques, des aspects matériels également, parce que c'est très important de comprendre également les fonctionnements des capteurs, les fonctionnements des interactions entre les physiques et les logiciels. Et donc, on est dans des projets dans lesquels la complexité fait qu'on a besoin de ces différentes compétences. Petit aspect, c'est que une des choses sur lesquelles on a travaillé et on continue à travailler, c'est qu'il existe l'idée que la créativité, c'est n'importe quoi. Donc, on se retrouve souvent avec des enseignants qui disent, voilà, vous faites un projet créatif, c'est un projet dans lequel on va proposer aux élèves ou aux étudiants de faire n'importe quoi. Et pas du tout. En fait, la créativité est un processus exigeant qui va, pour que ça soit considéré par un groupe de référence comme étant un projet créatif, exige que ça soit une solution à la fois originale, pertinente et qui fait un usage optimal des ressources. Donc finalement, c'est très difficile d'avoir une solution qui soit créative. Donc, on est face à deux visions ou des extrêmes, si on voudrait faire une polarisation très extrême du numérique, mais on l'utilise pour justement accentuer dans la formation aux futurs enseignants ces deux extrêmes dans la vision du numérique. Un, c'est utiliser le numérique avec des applications déjà toutes faites. Donc, on va prendre des applications toutes faites et on va les donner aux élèves. L'autre, c'est s'engager dans une démarche de résolution de problèmes complexes par les biais du numérique. Là-dedans, l'aspect sur lequel on ouvre justement le mur de la classe, c'est quand on est dans une démarche participative et communautaire. Ça veut dire que les problèmes auxquels s'attaquent sont tellement complexes qu'on a besoin même des experts extérieurs. Et donc, on va devoir avoir besoin de mobiliser tant les parents comme des experts externes pour résoudre les problèmes sur lesquels on travaille. Demain, on vous présentera un des projets qu'on a développé sur cette approche-là, qui est les projets de créer une maquette
maquettes de villes intelligentes. Donc, c'est un projet qui, un peu comme les projets de lunettes de réalité virtuelle, allie à la fois une construction qui est physique, donc la maquette, avec un budget qui ne dépassait pas $5 dans les contextes des étudiants à l'Université Laval, et qui allie également des technologies numériques, donc soit des robots ou des automates pour circuler à l'intérieur de la ville, soit des capteurs ou d'autres éléments d'électronique pour animer la ville. Donc voilà, ça c'est les aspects. Et donc pour nous, ouvrir le mur par les biais des technologies, c'est notamment ouvrir à la communauté et résoudre des problèmes complexes, mais pas tout seul, mais en communauté comme ici dans les cadres de la CERTA. Bien, merci beaucoup, Margarida. Merci beaucoup à tout le panel pour votre partage d'expérience et aussi votre vision pour ouvrir les murs de la classe avec le numérique. Maintenant, j'aimerais passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient interagir aux propos qui ont été tenus? Merci. Ces présentations étaient toutes vraiment intéressantes et inspirantes. Juste une petite question pour Margarita concernant la ville intelligente. Quel était l'objectif, quels étaient les apprentissages qui étaient souhaités à travers la construction de cette ville? Allô, oui, ça bonjour Cathy. Donc, en fait, la ville, on l'a déclinée sur plusieurs instances. Donc, c'est un projet thématique qu'on a développé dans plusieurs endroits. Donc, il y a une maquette maternelle. Et dans les contextes du collège Stanislas à Québec, en fait, cette maquette de ville avait pour but de faire comprendre les élèves les passages de 3D à 2D. Donc, ils ont fait avec des boîtes de lait, puis des choses simples. Ils ont saupoudré de sable par la suite. Ils ont enlevé les boîtes, donc ils ont fait comprendre aux élèves comment on construit un plan. Donc ça, c'était un objectif en maternelle, mais les objectifs qui ont été donnés dans les contextes du secondaire, donc au Collège Beaubois, notamment avec Marc-André Girard, ça a été un projet interdisciplinaire dans lequel chaque enseignant a mené son approche. Donc il y a eu des approches en mathématiques parce qu'il fallait calculer aussi bien des échelles que calculer des déplacements, que faire tous les aspects de programmation algorithmique, que les aspects d'histoire géo, parce que les élèves ont créé la ville qu'ils allaient visiter en voyage scolaire. Donc, ils ont créé la ville de Londres. Et donc, ils ont imprimé par la suite des monuments en 3D. Donc, il y a eu plusieurs arrimages disciplinaires qui se sont construits au niveau de l'élève. Donc, au lieu de surcharger l'enseignant en lui demandant d'être super enseignant, super disciplinaire, interdisciplinaire, pluridisciplinaire, tout aussi disciplinaire, en fait, c'est l'élève qui, lui, il travaille dans cette maquette et chaque enseignant vient intégrer son approche. On verrait, nous, on voit des arrimages partout parce que la ville étant un système complexe, en fait, on peut l'aborder depuis toutes les perspectives, je pense. Bonjour à tous. Merci pour les présentations. Juste une petite question à M. Petit, et j'ai oublié le nom de deuxième de M. Petit et le voisin qui vient de lui donner. M. Gay. Oui, Gay. Je trouve ça très intéressant, l'idée d'utiliser la réalité virtuelle puis la réalité augmentée. Vous avez montré des beaux exemples, je pourrais dire qualifiés pour le primaire, le secondaire, mais pour les études universitaires ou même les études graduées, voyez-vous des applications, parce que souvent on est dans des niveaux d'analyse ou de réflexion, et moins peut-être dans le côté pratique et appliqué. Là, dans le fond, je réfléchis depuis tantôt, puis je vous pose la question si peut-être vous avez déjà eu ces réflexions-là. Merci. Un peu d'exploration au niveau universitaire. Je sais que dans les écoles de médecine, entre autres, on a beaucoup tablé sur la réalité augmentée et tout, mais avec des résultats qui semblent encore mitigés. Il ne semble pas que ce soit vraiment ça facilite l'apprentissage encore. Moi, c'est ce que je peux en dire. Bien sûr que je pense que l'idée, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est la possibilité d'accéder à
à des contenus qui sont difficilement accessibles ailleurs, parce que maintenant, la démocratisation de l'accès à du contenu passe entre autres par l'accès à des contenus en 360. Alors évidemment, je ne connais pas toutes les disciplines universitaires et ça peut dépendre bien sûr de chacune des disciplines, mais moi je vois facilement que pour différentes contextualisations, permettre de d'accéder par exemple, on parlait tout à l'heure d'empathie, de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs dans le monde, ou encore pour poser un regard, bien là, quand on est obligé de poser un regard, bien, ça nous oblige à un niveau de complexité un petit peu plus élevé quand on a à décrire ou à présenter des réalités dans lesquelles on travaille. Ça pourrait faire partie des éléments. Bien sûr, je pense que si on avait ici Normand Landry, il nous dirait peut-être que d'analyser cette image, ce type d'image médiatique, ça pourrait être aussi très intéressant, puisqu'on est dans un monde hyper médiatisé, de comprendre l'impact de tel type de technologie. Qu'est-ce que ça vient changer dans notre rapport à l'autre? Qu'est-ce que ça vient changer dans notre rapport au monde dans lequel on vit? Puisqu'on sait qu'on est filmé par des caméras depuis... en continu presque depuis 10 ans, mais là, de fait d'avoir, par exemple, des caméras en 360, on ne peut pas se placer derrière la caméra. Là. Donc, ça vient faire quoi comme impact sur nos comportements sociaux, sur ça soulève quelles questions éthiques, par exemple, quels enjeux nouveaux se présentent à nous dans la société. Mais ça peut être des éléments qui, dans différents contextes, peuvent être pertinents à analyser et à regarder. Merci, Benoît. Il y a une question de la part d'une personne en webdiffusion, je vous la pose. C'est concernant la réalité virtuelle. Elle se demande comment adapter ces projets-là pour les classes du primaire où les élèves n'ont pas accès à un appareil performant, par exemple comme un téléphone cellulaire. Bien, la question est extrêmement pertinente. D'ailleurs, c'est un des défis auxquels on fait face quand on parle de réalité virtuelle ou de contenu en 360. Il y a deux avenues possibles. Bien sûr, il y a beaucoup d'écoles qui ont des iPads ou des tablettes assez performantes qui vont être capables de supporter ce type de contenu-là. Toutefois, on peut moins facilement consulter ces contenus-là avec des lunettes de réalité virtuelle. C'est possible de le faire, on pourrait les adapter, mais ça devient quand même lourd. C'est pas très ergonomique comme manière de travailler. Par contre, on peut quand même regarder des images, des photos sphériques ou des photos 360 sur un iPad et naviguer dans l'image. D'autant plus que pour certains élèves plus jeunes, par exemple, l'expérience immersive peut être... ça demande une certaine maturité du fonctionnement du cerveau, notamment. Là. Donc, il arrive que parfois, certains enfants ne sont pas capables de consulter, même certains adultes ne sont pas capables de consulter du contenu immersif. L'autre solution, c'est qu'il existe quand même la possibilité d'acheter un kit, un ensemble d'une dizaine d'appareils, par exemple, avec des lunettes. Et on peut en acheter des ensembles neufs. Là. Chez, par exemple, Best Buy, on peut avoir pour à peu près 5 000 $ un ensemble de 10 lunettes et téléphone. Oui, ça peut paraître coûteux, mais si c'est un ensemble qui sert dans plusieurs écoles pour différents projets, ça peut devenir relativement abordable. Mais il y a un autre enseignant, un conseiller ici, qui nous disait la semaine dernière qu'il semblerait que des organismes qui recyclent des appareils peuvent peut-être nous en avoir pour des coûts vraiment plus abordables. Des appareils, donc, il faut choisir à ce moment-là, être sûr que les appareils qu'on choisit, la batterie est encore bonne et que, bien sûr, l'appareil est suffisamment performant. Mais ça peut devenir des solutions. Il y a des avenues possibles, même au primaire. Merci beaucoup, Benoît. Oui, c'est pour le premier conférencier à propos de la collaboration. Je voulais vous demander si ça n'a pas été difficile de trouver justement des partenaires internationaux, parce qu'on penserait que tout le monde veut participer à ce type de projet, mais ce n'est pas la réalité. Et parfois, c'est très difficile de trouver des partenaires pour ce genre de projet. Et aussi, je voulais vous demander si vous avez utilisé des plateformes pour trouver ce genre de partenaires. Alors, c'est très difficile. Les contraintes, on découvre ça parce qu'on est à tous les niveaux. Donc, on a des expérimentations dans le supérieur, dans le secondaire et dans le primaire. Et les difficultés ne sont pas les mêmes, puisque, en fait, les systèmes ne sont pas les mêmes. On a aussi les questions d'emploi du temps, de choses comme ça, sont très contraignantes dans le supérieur. Dans le primaire, on a plus de contraintes techniques. Pour trouver les collègues,
Pour l'instant, on n'a pas utilisé de base d'environnement numérique. Je sais qu'il y en a qui ont été construits dans certains réseaux, en particulier ici. En Guadeloupe, ce n'est pas le cas, que je sache. On a vocation peut-être à essayer de collaborer avec les gens qui ont développé ce genre d'objet. Dans un deuxième temps, pour l'instant, on est vraiment dans une phase de recherche et de premières expérimentations. Mais si ça fonctionne, si on arrive à développer nos outils de comparaison de contexte, de scénarisation, et en faire quelque chose de véritablement fonctionnel et adapté aux différents enseignants, on espère pouvoir créer un réseau, une communauté de pratiques autour de ça. C'est dans nos ambitions folles. Voilà. Donc c'est un vrai souci, parce qu'effectivement, pour un enseignant, c'est lourd, enfin, c'est complexe. Et puis, c'est pas tout le monde qui accepte de se lancer. C'est sûr, on essaye, nous, côté chercheurs, d'être le plus au service possible de leurs besoins, de travailler au plus près avec eux, sans les commander, puisque fonctionner vraiment comme des partenaires. Et pour l'instant, mais je vous dis, on manque encore sur certaines expérimentations déjà financées de collègues au Québec, et on a du mal, surtout pour le primaire. Pour finir, il y a aussi d'autres difficultés qui sont évidemment celles des prescrits, des programmes, et puis des hiérarchies. Le système français est peut-être plus hiérarchique, donc c'est aussi parfois limitant. Ça peut être facilitateur dans certains cas. Donc il y a la comparaison des systèmes qui joue beaucoup sur l'adhésion des enseignants. Monsieur Forissier, on a une autre question pour vous par la web diffusion. On formule d'abord le commentaire. Votre projet d'échange entre la Guadeloupe et le Québec paraît très intéressant. On s'interroge toutefois à savoir avec quel médium vous faites les échanges. Est-ce qu'on parle de blog, de vidéo, de wiki? Oui, c'est des médiums mixtes. Donc on a des environnements numériques de travail. Alors on a fait plusieurs tests selon les itérations. On a utilisé Moodle, on a utilisé Edmodo. Les enseignants entre eux utilisent pour certains cas Google Drive. Enfin, on n'a pas pour l'instant. L'important, c'est de. Alors en fait, on a des systèmes de pédagogie un peu en jigsaw, c'est-à-dire on a des groupes d'élèves, parce qu'un groupe classe, il faut séparer le thème en différentes équipes de travail, de manière à avoir des niveaux d'organisation de, on va dire, entre 3 et 5 étudiants de part et d'autre qui collaborent véritablement ensemble. Parce que si on a deux groupes classes qui collaborent, la collaboration ne va pas être assez proche, assez intime. Donc si on veut vraiment qu'il y ait une collaboration dans le sens d'un travail commun qui est mené dans le cadre d'une investigation, il faut avoir une organisation et donc des outils de communication qui relayent ça. Pour les outils de visioconférence, on utilise grâce à l'UQAM là, depuis peu Zoom, qui fonctionne très bien, y compris dans les établissements scolaires de Guadeloupe qui sont pas forcément très bien couverts par les réseaux encore de. Donc pour l'instant c'est plutôt Zoom qu'on utilise. Et pour les visioconférences d'ensemble de groupes, on utilise d'autres systèmes. Donc pour l'instant on a testé beaucoup de différents moyens. Je crois que c'est ça, beaucoup de différents outils. Oui, bonjour. Toujours sur ce projet, savoir un petit peu plus ce que vous avez comme expérimentation dans le supérieur. Oui, dans le supérieur, il y en a deux qui ont été menées. Une sur la géothermie avec Frédéric Fournier et puis Claire Anjou, je ne sais pas si elle est là, elle est là-bas, qui présente quelque chose spécifiquement là-dessus. Donc sur la géothermie, c'est un très bon exemple. Parce que la géothermie ici, ça renvoie en fait à des technologies individuelles de climatisation et de chauffage de maison essentiellement. Donc c'est de la géothermie avec des puits de chaleur à faible profondeur et individuelle.
En Guadeloupe, c'est très différent. En Guadeloupe, il y a une usine, peut-être il y en aura d'autres plus tard, mais il y a une usine de géothermie qui est la plus grosse usine de géothermie d'Europe, je crois, enfin, si je ne me trompe pas. Et donc, ça renvoie à une usine qui est à Bouillante. C'est juste à côté du volcan de la Soufrière, et qui est une usine qui est de la géothermie à haute énergie, avec un forage, alors à 800 mètres, je crois, je ne sais plus exactement le nombre. Mais donc, c'est une réalité contextuelle très différente. Et évidemment, cette usine, elle produit de l'électricité et non pas de la chaleur ou de la climatisation, qui alimente le réseau à hauteur d'à peu près 5% de l'ensemble du réseau électrique de l'archipel. Donc c'est en fait technologiquement très différent. En termes de contexte géologique, c'est très différent également. Et en termes de représentation de ce que ça peut être, et éventuellement aussi des nuisances et des dimensions liées au développement durable, c'est aussi assez différent. Donc en fait, il s'agit là de deux contextes, d'écarts de contexte qui se prêtent assez bien à ce genre de travaux. Et puis on a une autre itération qui commence juste sur la socio-histoire. Donc là, c'est avec des M2 professeurs des écoles de l'université de l'UQAM et de l'université des Antilles qui collaborent autour de questions historiques et sociales. J'ai une question pour M. Petit. Vous avez dit tantôt que la réalité virtuelle n'est peut-être pas pour les plus jeunes, bien, certains même parfois des adultes. De quelle façon on peut, en tant qu'enseignant qu'on veut développer un contenu, se préparer à ça pour s'assurer qu'on ne va pas devoir finalement retourner à la méthode traditionnelle s'il y a certains enfants qui ne sont pas à l'aise à l'utilisation de la réalité virtuelle? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, il y a les contenus, par exemple, si on parle de visites virtuelles dans Google Street View, exemple, ces contenus-là, on peut les visiter sur une tablette sans les mettre sous forme immersive. Quand on les consulte de cette façon-là, on peut faire le même exercice si on a une tâche qu'on demande aux élèves. Alors, c'est simplement que pour se déplacer, bien, ils vont prendre leur doigt ou encore, ils peuvent même mettre le suivi avec... je ne dirais pas, l'appareil l'image va bouger quand on tourne le iPad, mais on n'aura pas deux images et on n'aura pas donc un effet 3D immersif aussi grand, mais on peut quand même faire la même tâche. Donc, ça peut permettre à des élèves qui ne seraient pas capables de supporter ça, de pouvoir quand même faire la tâche. Et souvent, les élèves le savent déjà. La plupart des élèves sont au courant. C'est souvent des élèves qui vont avoir des difficultés, par exemple, mal de cœur, mal du transport, des trucs comme ça. C'est ces élèves-là, souvent, qui sont les plus sensibles à ça. Donc, on le prévient. On est avec eux quand ils expérimentent. Et si on voit que ça ne fait pas, on les arrête tout de suite. Parce que j'ai vu une élève qui n'était pas bien pendant une demi-heure de temps, mais on n'est pas très bien dans la classe quand on a une élève qui a mal au cœur, qui ne se sent pas bien, qui a mal à la tête, qui est étourdie. Donc, vous suggérez d'avoir, avant d'investir juste en iPhone ou en lunettes ou quoi que ce soit, de peut-être toujours avoir une tablette pour justement Oui, idéalement, une tablette, ça permet de consulter ce contenu-là quand même de façon relativement interactive, mais sans avoir l'effet immersif. Mais bien sûr, on peut le continuer aussi à l'ordinateur. Ça se ferait aussi à l'ordinateur. Mais disons que sur la tablette, le fait de pouvoir se déplacer, que l'image suit, ça augmente l'expérience. Puis, dernière question en lien avec ça, est-ce qu'il y a vous savez s'il y a des élèves avec des conditions plus d'apprentissage plus difficiles, par exemple des TSA, TDAH, tout ça, est-ce que ça s'applique pour vraiment tout le monde? On sait que c'est très engageant, la réalité virtuelle, mais est-ce que pour une certaine condition d'élèves, c'est peut-être pas la technologie qui leur prend? Ça, je ne serais pas en mesure de répondre à cette question-là. On n'a pas expérimenté ça. Parmi les projets que j'ai dans ma commission scolaire, je sais qu'on veut faire pour des élèves en immersion francophone pour permettre de découvrir l'environnement immédiat, aller visiter des lieux de leur environnement où ils n'ont pas la possibilité de se déplacer, entre autres leur permettre une meilleure intégration, mais aussi pour faire visiter aux autres élèves de l'école
les lieux d'origine d'où eux, ils viennent. Mais disons que c'est pour cette clientèle-là plus particulière, ça pourrait être très intéressant de l'utiliser de cette façon-là. Mais pour ce qui est des TSA, des élèves avec des troubles du spectre de l'autisme, là, je ne saurais pas. Je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je sais que Pierre-Julien voulait ajouter quelque chose. Simplement mentionner que la cité collégiale à Ottawa, ils sont en train de construire un pavillon qui est dédié au type d'immersion par la réalité virtuelle. Ils ont prévu des demi-dômes un peu à la manière des planétoriums aussi. Donc, ils peuvent projeter le contenu 360 dans ce type d'écran-là et ça peut, dans certains cas, aider à l'utilisation. Bien, merci beaucoup. Le temps file rapidement. Nous allons prendre une dernière question. Bonjour. Le schéma que Pierre-Julien a projeté par rapport aux habiletés du 21e siècle, où on attribue beaucoup de valeur aux apprentissages interdisciplinaires et qui favorisent justement aller vers l'autonomie. Et je fais aussi un lien entre cette image-là ainsi que le propos de Benoît lorsqu'il montrait les exemples à l'univers social et dans d'autres champs disciplinaires. Et aussi à Mme Romero dans cette approche de programmation créative qui vise finalement à réunir les gens autour d'un projet ou d'un besoin ou d'un problème à l'étude qui va bien au-delà des silos de matière que nous avons dans notre organisation scolaire. Est-ce que, puis c'est peut-être juste vos observations, sentez-vous qu'il y a une mouvance des enseignants pour justement aller vers cette approche plus interdisciplinaire là où est-ce qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire, bien campé dans les silos de matière? Parce que la vie elle-même, dès qu'on sort dans la rue, il n'y a pas des silos, c'est interrelié. Donc, je ne sais pas si vous avez des observations à cet effet. Je pense que présentement, on voit surtout le mouvement social qui nous dit, bon, on va changer d'emploi, on va devoir apprendre constamment, on ne pourra pas survivre dans le monde si on n'est plus capable d'apprendre à s'adapter à toute cette évolution des technologies. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de poussées de l'extérieur pour amorcer ce changement-là. Puis, effectivement, vous l'avez mentionné, en tout cas, c'est un aspect important. Toute la question organisationnelle, quand les directeurs se promènent encore dans les corridors pour voir si les enseignants sont bien dans leur classe, on est très, très loin en termes d'organisation de supporter ce genre de changement. Cette interrogation que tu portes m'amène à penser à Steve Masson. Steve Masson qui travaille en neurosciences ici à l'UQAM et qui il explique le fonctionnement du cerveau comme étant une forêt dans laquelle il faut tracer des sentiers. Puis les sentiers que l'on emprunte souvent finissent par être des automatisations, des automatismes que l'on emprunte très, très bien. La semaine passée, j'étais avec un collègue qui est allé faire du jogging en forêt et qui s'est perdu en forêt. Et là, il me disait, c'est fou à quel point, je suis peut-être à 2 km de mon point de départ, mais je n'avais aucune idée quelle direction prendre et je pouvais comprendre ce que des gens qui sont perdus en forêt peuvent sentir. Mais heureusement, il y avait son GPS sur sa montre qui l'a ramené à son point de départ. Mais ce sentiment-là qu'on a, c'est souvent celui-là qu'on observe dans les écoles. On est dans des sentiers très bien balisés, très bien tracés. Et sortir de ces sentiers-là, c'est très insécurisant. Alors, le défi, je pense, qui nous interpelle aujourd'hui, c'est de se demander comment tenir compte de ces sentiments-là, ces émotions-là qu'on ressent et comment les prendre en compte et aider les gens à découvrir ou avoir le goût d'emprunter d'autres sentiers qui peuvent parfois paraître escarpés ou barrés ou difficiles. Donc, j'irais de ce côté-là, un peu philosophique, mais c'est mon intervention. J'ai rejoint les mêmes éléments et en reprenant l'incident de la forêt, je dirais que, et puis c'est un petit peu l'expérience que j'ai vécue là dernièrement, c'est on a besoin d'amis, on a besoin de ces petits groupes de crankies ou de personnes autour, donc un groupe de Boy Scouts, Girl Scouts qui s'entourent pour prendre des risques. Donc, on a besoin on prend plus de risques si on se sent bien entouré et on se sent en confiance et on se sent dans un climat. Donc, un des aspects qu'on est en train de regarder, quelles sont les attitudes et quels sont les aspects des climats scolaires qui sont des bases pouvant soutenir justement l'engagement dans ce type de projet.
parce que ce n'est pas les enseignants qui sont les plus techno-compétents ou les enseignants qui sont les plus connaisseurs des éléments qui vont aller, sont ceux qui se font confiance à eux-mêmes, ceux qui font confiance aux élèves, ceux qui s'entourent également d'autres enseignants. Et donc, comment on peut, justement, pour surmonter des défis, viser sur la communauté et viser sur les climats qu'on construit au sein d'une communauté éducative, et même d'une communauté éducative large, les fils Twitter ou d'autres, pour se dire, oui, on est capable d'y aller, même si on est perdu en forêt, il va y avoir quelqu'un qui va nous faire un petit peu de GPS. Conclut assez bien l'activité d'ouverture. Donc, merci beaucoup aussi pour les échanges. Je remercie aussi les intervenants qui ont participé à cette activité d'ouverture. Merci beaucoup.